On va commencer la série des questions avec Amédée Moirabou, qui sera suivi de Patrick Lacoué et de M. Liévin de Zolo. Amédée Moirabou, pour les comptes de finances et entreprises. En tout cas, je ne pouvais que commencer par cette question. Et je l'adresse aussi bien à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, et à Monsieur le gouverneur. On entend de plus en plus parler des retraits, des éléments de l'armée rwandaise et des supplétifs FCM 23. Vous n'en avez pas du tout fait allusion dans votre mot, Monsieur le gouverneur. Alors la question, c'est que vous qui connaissez un peu la région, est-ce que pensez-vous que la population de l'Est peut croire à ces retraits? Est-ce que pensez-vous que ces retraits constituent une mesure de confiance dans le cadre du processus de paix? Donc j'adresse cette question aussi bien à Monsieur le ministre qu'à Monsieur le gouverneur. Merci. Bon, écoutez, sur cette question de retrait, il faut la remettre dans son contexte. Vous avez tous suivi, le 2 mars 2026, le gouvernement américain prendre des sanctions contre 4 hauts officiers rwandais et sur l'armée rwandaise. Conséquence de leurs activités, notamment à Uvira, qui ont mis à mal l'accord du 4 décembre 2025. Les Américains qui, dans leur rôle de médiation, avaient évidemment pris le soin de préciser qu'ils prendraient des mesures qui permettent à ce que les engagements pris devant le président Trump puissent être respectés par les parties. Il y a eu, il y a quelques jours, à Washington, des discussions dans les cadres des mécanismes de suivi prévus par l'accord. J'espère que régulièrement ou constamment, vous faisiez référence à ces documents parce que tout y est. Et donc, il y a eu des réunions, notamment de la JOC, les comités conjoints de coordination, de suivi de l'accord, où on a passé en revue la situation générale et où il y a besoin de relancer justement les activités prévues par les uns et les autres qui permettent de parvenir à notre objectif qui est le retrait total de troupes rwandaises et de tout ce qui va avec. Alors, ce que nous observons, ce que vous avez observé comme activité, s'inscrivait donc dans ces cadres. Évidemment, je ne pourrais pas vous donner davantage d'éléments parce qu'il faut que je me réfère à l'armée pour être en mesure de nous assurer que les mouvements qui sont effectués sont effectivement de mouvements de retrait. Les éléments, certains éléments qui nous parviennent montrent que cela n'est pas encore le cas, que ce sont des repositionnements, des redéploiements. On pourra évidemment discuter avec l'armée pour avoir des précisions sur les zones qui étaient concernées, qui étaient intéressées. Et dans la foulée, nous, dans les cadres justement de l'accord autour du CONOPS, il est prévu que nous puissions procéder à la sensibilisation et à la reddition des FDLR, qui sont, je rappelle, rwandais. Leur place, c'est au Rwanda, pas en République démocratique du Congo. Et donc, voilà plus ou moins la nature des activités que vous avez vues sur le terrain, dont on a entendu parler, et pour lequel nous devons, nous, avec nos militaires, être en mesure de confirmer pleinement s'il s'agissait des retraits ou pas. En tout cas, ce n'est pas ce que nous entendons pour le moment. On aura l'occasion d'y revenir. Mais pour ce qui nous concerne, dans le cadre de nos engagements, notamment sur la question des FDLR, nous sommes bien évidemment en train de faire notre part pour que ce qui est prévu à Washington puisse donner les résultats escomptés. Et les zones qui étaient concernées, je pense qu'elles étaient pour la plupart dans la province du Nord Kivu. Je ne sais pas si les gouverneurs ont l'un ou l'autre élément, mais sinon on peut passer à la prochaine question. Allez-y, s'il vous plaît. Merci. Au fait, il faut dire ici que
le gouvernement rwandais et leurs supplétifs de l'AFC M23 ne veulent pas quitter. S'il n'y a pas la contrainte, qu'elle soit diplomatique, politique ou militaire, ces gens ne vont jamais quitter. Et cela, nous sommes en train de le comprendre, parce que les accords de Doha et de Washington avaient suggéré les endroits où ces gens par où ils devaient se retirer. Et donc, on a parlé sur les hauteurs, hein, c'est-à-dire dans la zone du haut plateau, ils devaient se retirer jusqu'à Kaziba, c'est-à-dire à 75 km. Et dans la plaine de la Ruzizi, c'est-à-dire la RN5, la route nationale Bukavu-Uvira, ils devaient se retirer jusqu'à environ 65 km, notamment à Kamanyola. Mais voilà qu'ils se sont retirés seulement à Lemera, c'est-à-dire à 15 km sur les hauteurs. Et sur la route nationale numéro 5, ils se sont retirés à 30 km, c'est-à-dire à Sangé. Concrètement, ces gens ne veulent pas partir. Et où est l'enjeu par rapport à ça? L'enjeu, et là nous l'avons compris, lorsque nous avons été installés comme gouverneur de province au mois de mai 2024, l'enjeu c'est que l'Est du Congo, la province du Sud Kivu particulièrement, ce sont des provinces très riches, qui détiennent des richesses incroyables. Rapidement, je voulais juste vous dire que nous avons mené des recherches et des investigations dans le cadre des mémoires de nos étudiants, et la recherche avait montré que la province du Sud Kivu est aussi riche, 14 fois plus riche que le Grand Katanga réuni, en termes de minéraux stratégiques. C'est-à-dire, il y a 30% des minéraux déjà exploités en cours d'exploitation, c'est-à-dire la cassitérite, le coltan, l'or et le wolframite. On a déjà exploité au Sud Kivu seulement 30%. Et donc, il reste encore 70%. Maintenant, à côté de ça, il y a des minéraux confirmés, certifiés échantillons à l'appui. Ce sont des minéraux stratégiques jamais exploités. Ça, c'est le lithium, le cobalt, le cuivre, le manganèse. Nous pouvons aussi citer le pétrole, le gaz méthane, le tungstène, la titane, ainsi de suite. Ces minéraux ne sont pas encore exploités. Lorsque nous avons compris ça, je crois que vous avez suivi qu'au mois le 18 juillet 2024, nous avons fermé toute activité minière sur l'ensemble de la province du Sud Kivu. Et nous avons convoqué toutes ces entreprises qui exploitent illégalement. Qu'est-ce que nous avons constaté? 1750 entreprises minières à capitaux chinois exploitant nos minéraux dans le territoire de Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, mais aussi à Fizi. Et ces 1750 entreprises n'ont ni bureau au Sud Kivu, ils n'ont pas de carte de permis de travail, permis d'exploitation, permis de recherche, mais ils sont là depuis 15, 17 ans, 20 ans en train d'exploiter. Et le minimum que chaque entreprise exploite, pour l'or en tout cas, c'est 650 kilos d'or le mois. Si vous calculez qu'un kilo d'or aujourd'hui sur le marché mondial, sur la London Metal Exchange, c'est quand même 160 000 $ américains le kilo. Et donc voilà un peu toutes ces entreprises opérées à partir du Rwanda. Et donc, par la corruption, ils ont acheté tout le monde, et donc, voilà un peu. Donc, l'enjeu est majeur. Et lorsque nous avons fait des enquêtes, nous avons constaté que la province du Sud Kivu n'avait jamais, depuis 60 jusqu'à ce que nous venions, c'est-à-dire en 2024, la province n'avait jamais produit plus de 400 000 $ américains le mois, en dépit de ses richesses. Alors, lorsque nous avons mis en place toute une série de réformes, notamment la bancarisation, la numérisation, le guichet unique de tous les processus de paiement, la suppression des taxes inutiles, la réduction des taxes, l'arrestation de tous ces Chinois. Je crois que vous avez suivi que nous en avons fait condamner environ 66 et nous les avons mis à la prison centrale de Bukavu. Lorsqu'on a fait toutes ces démarches, le capital de la province est passé de 400 000 $ américains à 4 800 000 $ américains le mois. C'est-à-dire ce que la province produisait par an. Nous avons sorti ça le mois. Et c'est ça, lorsque nous étions maintenant en situation de pouvoir produire cet argent, nous avons déposé notre plan provincial de développement, nous avons déposé à la province le budget qui a été voté par l'Assemblée provinciale de 66 millions de $ pour le premier mois, avec une perspective d'environ 2 milliards de $ américains l'année si nous réussissions à mettre toutes ces réformes en place. C'est juste pour vous dire, l'enjeu est majeur. Et donc vous allez voir que même les routes au Sud Kivu, les routes ne sont jamais réparées parce que Kopezo, Salamadepi, il faut tous les caca toujours, quand vous quittez Uvira, il faut passer par le Rwanda. Ezo Memelabango, 7 800 000 $ américains le mois. Et on comprend tout de suite pourquoi la route nationale numéro 5, c'est-à-dire Bukavu,
Nyangezi, Kamanyola, Uvira n'est jamais réparé. Parce que Batonio, surtout à Kota Kabakopana, il ne faut pas que cette route fonctionne. Et donc, les enjeux, ces gens-là ne partiront pas. Et pourtant, si nous arrivons à appliquer les accords qui viennent d'être cités ici par Son Excellence, je crois que nous allons développer des partenariats gagnant-gagnant où le Rwanda, le Burundi, la RDC, tous les pays de la sous-région et toute l'Afrique vont sortir gagnants. Donc voilà un peu l'enjeu. Et évidemment, sur la question du retrait, c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il faut arriver à les vérifier en langage militaire, c'est que ça veut dire. Parce que le retrait d'une ville comme Uvira, ce n'est pas en restant à 25 km. En tout cas,